l'aube d'une révolution sans précédent. Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission Crypto-Pédago qui raconte l'histoire passionnante et mouvementée des crypto-monnaies. Ici, vous n'entendrez pas parler de bulles, pas plus que de courbes qui montent et qui descendent. Vous entendrez des pionniers, des gens pour qui l'univers du Bitcoin et de la blockchain représente beaucoup plus que de la spéculation. Tour à tour, ils nous expliqueront cette révolution économique, politique et surtout philosophique. Car oui, le Bitcoin, c'est tout ça à la fois. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Claire Balva, la patronne de Blockchain Partner, une start-up rapidement devenue incontournable dans l'écosystème français. Alors Blockchain Partner accompagne les entreprises, donc à la fois des grands comptes mais aussi des startups, sur la blockchain. Donc ça va de la formation jusqu'au développement technique, en passant par de l'accompagnement juridique ou de la mise en conformité légale. Donc on a une partie de nos clients qui sont des grandes entreprises, comme la Banque de France, la SNCF, et d'autres clients qui sont des entreprises de taille plus réduite, des startups, qui veulent réaliser des ICO et qu'on accompagne dans ces opérations-là. Si j'ai choisi Claire Balva pour ce 3e épisode de 21 millions, c'est justement pour qu'elle nous explique l'ICO, l'Initial Coin Offering. Cette nouvelle méthode de financement des entreprises via les crypto-monnaies a connu un boom incroyable en 2017. L'équivalent de 4 milliards de dollars ont été levés de cette façon et 2018 a déjà pulvérisé ce montant. Comment une ICO fonctionne-t-elle ? Quel est l'intérêt de se passer des méthodes traditionnelles de levée de fonds ? Et pour l'investisseur, comment ça se passe ? Nous aborderons tout cela dans cet épisode de 21 millions. D'ailleurs, pour commencer, on va demander à Claire Balva de nous expliquer le concept comme si elle s'adressait à un enfant de 5 ans. Alors c'est pas facile, mais ce qu'on peut dire de manière simpliste, c'est qu'une ICO, c'est une nouvelle méthode de levée de fonds qui se situe à mi-chemin entre le crowdfunding et la levée de fonds classique, donc le venture capital. Et l'idée pour une ICO, c'est que l'entrepreneur, le porteur de projet, va mettre en vente ce qu'on appelle des tokens qui vont être achetés par des investisseurs. Et donc l'entrepreneur va lever de l'argent en crypto-monnaie grâce à cette nouvelle méthode de levée de fonds. Et est-ce que tu peux nous expliquer vraiment le concept de token ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors un token, c'est vraiment un jeton numérique, un actif numérique qui va pouvoir être stocké et échangé de pair à pair, mais qui va pas pouvoir être copié. Et généralement, les tokens aujourd'hui fonctionnent par-dessus une blockchain. La plupart aujourd'hui sont sur la blockchain Ethereum. Et donc peuvent s'échanger. C'est une sorte d'application en fait qui fonctionne par-dessus la blockchain Ethereum. D'accord. Et il y a différents types de tokens, je crois. Tu pourrais nous les présenter simplement ? Oui, alors dans la majorité des ICO aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des utility tokens. Pour simplifier, ce sont des tokens qui vont permettre d'avoir accès aux services que va proposer la startup ensuite. C'est aussi pour ça qu'on dit que ça se rapproche du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on va faire une prévente d'un token qui va permettre d'acheter le service proposé par l'ICO. Pour simplifier, on peut prendre l'exemple des miles d'Air France. On peut très bien se dire que si demain Air France faisait une ICO en proposant à la vente des miles, eh bien les miles seraient un utility token puisque ça permettrait d'acheter le service d'Air France, donc des billets d'avion par exemple. Ça, c'est la majorité des ICO aujourd'hui. Mais on a aussi d'autres types de tokens. On a par exemple les security tokens. Là, l'idée, c'est un token qui va plus se rapprocher d'une sorte d'equity ou en tout cas de droit au bénéfice. Et l'idée derrière les security tokens, c'est vraiment un investissement qui derrière va être corrélé aux bénéfices ou au chiffre d'affaires que la startup va réaliser ensuite. Aujourd'hui, la grande majorité des ICO cherchent plutôt à éviter ce type de tokens parce qu'ils sont beaucoup plus régulés et donc ça complexifie largement l'opération. Ça diffère des levées de fonds traditionnelles parce que dans l'immense majorité des ICO aujourd'hui, l'entrepreneur ne donne pas de l'equity, ne donne pas une part de son capital à l'investisseur. Il lui donne des tokens, donc des jetons numériques. Et l'investisseur, lui, ne va donc pas détenir une part de capital, mais va détenir ces tokens qu'il va pouvoir ensuite revendre sur des marchés secondaires à d'autres investisseurs
qui vont derrière eux-mêmes les revendre aussi ou acheter par exemple le service proposé par le projet avec ces tokens-là. Et beaucoup de gens investissent dans les ICO dans le seul intérêt spéculatif, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas utiliser le service futur, mais simplement revendre le token plus cher. Est-ce que c'est pas trop risqué ? Un token va-t-il forcément prendre de la valeur si le service proposé par l'entreprise a du succès ? C'est pas vraiment comme une action. Non, c'est pas vraiment comme une action. Et effectivement, même si la théorie, c'est que la valeur du token augmente si l'entreprise a du succès, aujourd'hui, on n'a pas vraiment assez de recul pour savoir si ça va être effectivement le cas, si ça va être le cas à tous les coups. Donc, il y a un risque, très clairement, puisqu'on en est aujourd'hui au tout début. Donc, il y a des tokens qui ont été, dont la valeur a été multipliée par 10 sans raison apparente. Il y a d'autres tokens dont la valeur a été divisée par 10 sans raison apparente. Donc, effectivement, c'est très difficile de savoir aujourd'hui ce qui fait ou non la prise de valeur d'un token. En revanche, on commence à avoir un petit peu de visibilité sur les mécaniques de ce qu'on appelle tokenomics, donc des sortes de design de tokens, qui vont permettre d'optimiser la conception du token pour optimiser, on va dire, sa prise de valeur. Donc ça va être par exemple le paramétrage du nombre de tokens, de l'inflation ou de la déflation qu'on va y mettre, des fonctions qui vont permettre de brûler ou de détruire des tokens. Bref, on a tout un tas de paramètres qui vont permettre d'optimiser la gestion du token et donc d'optimiser sa prise de valeur. Mais encore une fois, on a encore trop peu de recul pour avoir des garanties sur la valeur des tokens à moyen à long terme. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aurait envie d'investir ? Il faudrait qu'il investisse simplement parce qu'il croit au projet, qu'il a envie de l'utiliser, ou vraiment l'aspect spéculatif peut être intéressant ? Je dirais que l'aspect spéculatif, il est intéressant que si vous êtes un trader averti et que vous connaissez bien le sujet, que vous avez déjà investi dans des cryptos. Mais si c'est pas le cas, je vous déconseille d'investir dans une ICO pour le côté spéculatif. Je pense que les ICO sont aujourd'hui un très bon moyen pour financer l'écosystème blockchain, pour financer les nouvelles applications crypto. Et donc je pense qu'il vaut mieux d'abord se centrer sur le projet et investir dans une équipe et dans un projet plutôt que juste pour revendre ces tokens en faisant x2 derrière. D'accord. Essayons maintenant de nous mettre à la place de l'entrepreneur, ce qui est au cœur du travail de Blockchain Partner. Est-ce que toutes les entreprises pourraient vraiment en faire une ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toutes les entreprises ? Non, je pense pas du tout. En tout cas, pas aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est qu'au cœur de l'ICO, il y a ce fameux token. Et donc, si le token n'a pas d'utilité, il n'y a pas besoin d'ICO. Je pense vraiment que pour faire une ICO, il faut que le token il soit absolument central dans l'application qui va être développée ensuite. Si vous n'avez pas besoin de token, il n'y a pas besoin d'ICO. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent effectivement nous voir. Certains qui ont des projets extrêmement pertinents avec des applications qui ont un token qui prend tout son sens. Et d'autres qui parfois viennent nous voir sans vraiment savoir si c'est pertinent pour eux. Et donc pour ça, par exemple, nous on propose des études d'opportunité pour évaluer si oui ou non une ICO est pertinente. D'accord. Et j'ai entendu que vous travaillez avec certains groupes du CAC 40 dans ce sens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors pas vraiment, parce que c'est confidentiel malheureusement. Mais naturellement, ce sont des sujets qui intéressent à la fois les petites entreprises, mais aussi les très grosses. Donc, tout comme on forme et on a culture sur les sujets blockchain, on va aussi parler d'ICO avec des grands comptes. Il y en a plusieurs qui se posent la question de la réalisation d'une ICO pour lancer un nouveau produit, un nouveau service. Aujourd'hui, rien n'a été acté. Donc, je ne peux pas dire si oui ou non des groupes du CAC 40 feront une ICO prochainement. D'accord. Et globalement, quelles sont les clés pour réussir son ICO ? Alors, il y en a beaucoup. Il y a en fait beaucoup de sujets pour les porteurs de projets qui veulent réussir une ICO. Il y a évidemment un sujet stratégique de design du token, de réflexion autour du projet, qui va être un peu similaire à la réalisation d'un business plan pour un entrepreneur qui fait une levée de fonds classique, avec quelques particularités de token design, par exemple, etc. Ensuite, il va y avoir toute une partie technique, de réalisation du smart contract, de sécurisation du smart contract, d'audit, de déploiement, etc. Il va y avoir un sujet de KYC, donc Know Your Customer, pour identifier les investisseurs. En fait, il y a tout un pan juridique qui est extrêmement important pour les ICO parce que même si ce sont des opérations qui sont assez peu régulées, aujourd'hui, il y a des institutions et des régulateurs qui surveillent vraiment de près les ICO. Je pense par exemple à la SEC aux États-Unis ou même à l'AMF en France. Si vous faites une ICO en France, c'est largement conseillé d'aller voir l'AMF. Donc il y a tout ce sujet juridique. Et puis après, il y a le gros morceau qui est le marketing et la communication, où il va falloir
tout simplement assurer la bonne communication autour de votre projet auprès d'investisseurs, pourquoi pas professionnels, mais aussi auprès d'investisseurs crypto. Et donc ça veut dire se rendre dans les communautés crypto, donc les forums, les Slack, pourquoi pas aller à des événements, faire des roadshows. Et toute cette partie-là, je pense que c'est aujourd'hui le gros morceau des dépenses pour un entrepreneur qui fait son ICO. D'accord. Et je m'étais rendu compte que le métier de community manager était fondamental dans une ICO. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces fonctions ? Effectivement, quand on réalise une ICO, il y a toujours des channels Telegram, il y a toujours des Slack qui permettent de communiquer en direct avec des investisseurs. Il y a évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc il est absolument indispensable d'avoir des community managers qui interagissent 24 heures sur 24 avec les potentiels investisseurs. Parce qu'évidemment, une ICO, c'est mondial. Donc il faut pouvoir répondre à 3 heures du matin quand un Japonais va nous écrire ou qu'un Américain va vouloir potentiellement investir aussi. Donc ces fonctions de community manager, aujourd'hui, elles sont assez souvent externalisées, tout simplement parce que les entrepreneurs qui réalisent une ICO sont d'abord centrés sur leur projet, sur leur opération, et ne peuvent pas forcément être à plein temps sur le community management. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui proposent des services autour du community management et autour de la communication crypto en général. D'accord. Et pour une entreprise de taille moyenne qui lancerait son ICO, ça nécessite de faire travailler combien de personnes ? Je pense que ça dépend vraiment de l'ambition du projet. C'est pas le même nombre de personnes si vous voulez lever 1 million ou si vous voulez en lever 100. Je pense que il faut au minimum 7-8 personnes sur le projet plus sur l'ICO. Si vous avez une ambition de plusieurs dizaines de millions, il faut plutôt tabler sur 10-15 personnes à plein temps, à mon avis. D'accord. Et à tous les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés, comment fait-on du point de vue pratique pour investir dans une ICO ? Alors, la première chose à savoir, c'est que si vous investissez dans une ICO, vous allez recevoir des tokens. Et donc, ces tokens, il faut prévoir un moyen de les stocker. Donc, il faut prévoir une adresse, par exemple une adresse Ethereum. Donc, ça nécessite d'avoir une adresse Ethereum. Évidemment, vous allez pouvoir avoir un process facilité, par exemple avec les plateformes d'échange qui vont pouvoir stocker à votre place les tokens. Mais il faut aussi vous poser la question, si vous investissez notamment des montants importants, de stocker ces tokens chez vous. Ça peut être sur un ledger, ça peut être sur un paper wallet, mais il faut prévoir un moyen de stocker ces tokens. Ensuite, pour investir dans une ICO, une fois que vous avez cette adresse Ethereum, c'est relativement simple. Vous allez sur le site de l'ICO, et là, il va y avoir un process d'identification de l'investisseur. Donc, vous allez sans doute devoir donner une carte d'identité, peut-être un selfie. Voilà, vous allez devoir donner un certain nombre de pièces qui vont permettre de vous identifier. Et ensuite, on va vous donner souvent une adresse Ethereum. Il peut y avoir aussi des adresses pour d'autres cryptos. Certaines ICO acceptent aussi les paiements en euros. Mais bon, le sujet est trop large pour qu'on en débatte ici. Et donc, vous allez pouvoir investir avec le moyen de paiement de votre choix, donc ça peut être de l'Ether, du Bitcoin, pourquoi pas des monnaies fiat. Et ensuite, le smart contract va vous envoyer automatiquement les tokens que vous allez du coup stocker sur l'adresse Ethereum que vous aurez donnée. Et les ICO souffrent parfois d'une mauvaise image car plusieurs d'entre elles se sont révélées être des fraudes, notamment en 2017, on en a vu pas mal. Que faut-il vérifier avant d'investir ? C'est très difficile effectivement de savoir si une ICO est une fraude ou pas, mais il y a quand même quelques critères qui sont importants. Il y a évidemment l'équipe. Ça vaut le coup, si vous investissez dans une ICO, de faire une petite due diligence des membres de l'équipe, savoir ce qu'ils ont fait avant, connaître leur passé. Ça permet toujours de se prémunir contre des gens qui sont déjà des escrocs notoires. Il y a évidemment ensuite tout ce qui concerne, je dirais, l'honnêteté intellectuelle du projet. Donc il faut aller lire le white paper, il faut regarder si l'équipe a bossé sérieusement le projet. Si vous sentez que le white paper a été écrit à la va-vite par une équipe qui est absolument pas connue, il faut commencer à se poser des questions. Après, je pense qu'il est intéressant aussi de regarder s'il y a bien un smart contract qui est déployé, s'il a bien été audité, ou si finalement c'est juste des gens qui vont vous dire envoyez-moi des Ethers et puis si je suis sympa je vous enverrai des tokens ensuite. Donc il y a effectivement toutes ces choses là. Après ça veut pas dire que si toutes les cases sont cochées on est à l'abri, il existe toujours un risque, mais je pense qu'effectivement si on vérifie tout ça on élimine déjà une partie des fraudes. Et faisons maintenant un petit point réglementaire. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a annoncé mi-mars qu'il voulait faire de la France le premier grand centre financier à proposer un cadre pour ces nouveaux investisseurs. De quoi avons-nous besoin pour développer un écosystème compétitif en France ?
Alors, on a besoin déjà d'un discours positif de la part des pouvoirs publics et des régulateurs, et je suis contente de pouvoir dire que c'est en majorité le cas aujourd'hui en France. Ça a d'ailleurs pas mal changé depuis l'année dernière, et je m'en félicite. Aujourd'hui, moi j'ai des clients étrangers qui viennent nous voir en nous disant ça me donne envie de venir en France, justement, d'entendre le ministre, d'entendre les autorités de régulation parler positivement du sujet blockchain, crypto, ICO. Donc ça, c'est la première chose, mais évidemment, ça suffit pas. Il faut, je dirais, le premier point, c'est une fiscalité attractive, notamment pour les ICO, parce qu'aujourd'hui, faire une ICO en France, ça veut aussi dire payer 30%, voire 50% d'impôts sur le montant qui est levé. Donc ça veut dire qu'il va falloir se poser la question de la comptabilisation des tokens et des Ethers qui sont levés. Il va falloir se poser la question de la TVA, il va falloir se poser la question de l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'on lisserait pas le montant levé sur plusieurs années pour pouvoir mettre en face des coûts et payer un impôt sur les sociétés moindre ? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont en suspens. Mais j'ai quand même entendu des députés dire qu'ils souhaitaient que la fiscalité soit largement baissée pour créer un écosystème attractif, pour attirer les projets étrangers en France. Et je trouve que ça, c'est extrêmement positif. Après, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais le sujet est trop vaste pour s'étaler là-dessus. Il y a le statut des crypto-monnaies. Il y a évidemment toute la régulation sur la blockchain, sur la responsabilité autour des smart contracts. Voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Je pense aussi qu'il y a un gros sujet avec les banques françaises et avec la manière dont les porteurs de projets blockchain et crypto peuvent interagir avec les banques. Aujourd'hui, il y a de nombreuses banques qui sont encore trop frileuses, ou en tout cas qui doivent respecter une régulation qui les empêche de pouvoir ouvrir des comptes ou accepter des virements qui viennent des exchanges. Et donc ça conduit de nombreux porteurs de projets à ouvrir des comptes en banque à l'étranger, et ça, je trouve que c'est dommage. Et il y a aussi quand même un problème comptable, c'est très difficile aujourd'hui pour une entreprise de mettre ça dans ses comptes. C'est effectivement très difficile de mettre ça dans ses comptes. Je sais qu'on a des premiers retours d'expérience d'IExec et d'autres ICO françaises qui ont clôturé leur bilan en 2017. Finalement, aujourd'hui, on a assez peu d'indications, donc ça reste encore à l'appréciation des experts comptables, des avocats. Ceci étant dit, l'autorité des normes comptables se penche sur le sujet. Donc on attend la sortie d'un rapport qui devrait arriver dans les mois qui viennent pour justement avoir les grandes orientations de la comptabilisation des Ethers et des tokens. D'accord. Et selon toi, aujourd'hui, quels sont les pays les plus en pointe dans l'ICO ? Alors ça dépend ce qu'on entend par plus en pointe. Je sais qu'il y a certains pays qui ont une fiscalité très attractive et donc qui vont attirer beaucoup de projets. C'est le cas de la Suisse, ou en tout cas de certains cantons en Suisse. C'est le cas de Malte, c'est le cas de Gibraltar. Il y a certains pays comme ça qui ont vraiment décidé d'avoir une fiscalité, alors pas à zéro, mais quand même pas loin de zéro, pour attirer beaucoup de projets qui du coup vont se domicilier là-bas. Après, au-delà de ça, finalement, être plus en pointe sur l'ICO, aujourd'hui, à part sur le plan de la régulation, ça n'a pas beaucoup de sens parce que finalement, c'est la régulation qui attire les projets et donc qui fait les écosystèmes. Donc les pays les plus en pointe, ça va être aussi ceux qui ont une régulation très attractive. Donc aujourd'hui, par exemple, la Suisse est très en pointe. L'Estonie, qui a une régulation très favorable, est aussi en pointe parce que ça attire tout un écosystème numérique et un écosystème crypto. Voilà, je pense que c'est essentiellement ces pays-là. Certaines personnes reprochent à la France d'être déjà trop en retard, qu'on ne pourra jamais raccrocher le wagon, notamment par rapport à la Suisse, par rapport à Malte. Mais pourtant, la France est un grand centre financier. Paris peut être la place de rendez-vous des gros investisseurs. Pour moi, rien n'est perdu, quoi. Ah non, rien n'est perdu, complètement d'accord avec toi. Je pense au contraire qu'on est plutôt bien placé. Mine de rien, qu'on a un écosystème qui est très fort, qu'on a des pouvoirs publics qui ont un discours qui est vraiment positif. Donc on n'est pas du tout à la traîne, je dirais. En revanche, il faut, je pense, accélérer les discussions sur la fiscalité et sur la régulation, la comptabilisation des Ethers et des tokens. D'accord. Et avant de conclure cet épisode, je voudrais qu'on fasse un peu de prospective. On prête souvent à Facebook ou Amazon l'intention d'émettre leurs propres tokens ou crypto-actifs afin de se passer des dollars et des euros lorsqu'on utilise leur plateforme. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Est-ce que les États ont à s'en inquiéter ? Alors je pense que c'est possible, en théorie en tout cas c'est possible. Pour moi la vraie question c'est est-ce qu'ils ont intérêt à le faire ? Aujourd'hui je suis pas sûre qu'ils aient intérêt à le faire pour une raison simple, c'est que pour ces plateformes, la majorité de leurs coûts
est encore en euros, en dollars, dans les monnaies traditionnelles. Si Facebook émettait un coin, ils vont clairement pas payer leurs salariés en Facebook coin. Donc finalement, la création d'un token qui en plus serait en grande majorité centralisé, puisque les utilisateurs de Facebook, en tout cas en majorité, n'ont pas encore la culture blockchain et crypto nécessaire pour détenir eux-mêmes leur token. Finalement, je vois pas bien, en tout cas à court terme, le sens que ça aurait pour ces plateformes de créer un token. Peut-être que ça sera différent dans 5 ans, quand on aura des méthodes de stockage de ces tokens plus faciles, plus intuitives, que la majorité des gens possédera des cryptos. À court terme, je pense que c'est pas extrêmement intéressant pour eux. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus intérêt à proposer des outils de paiement en euros ou en dollars que dans leur propre token. D'accord. Merci beaucoup Claire. Je t'en prie. Merci beaucoup à Claire Balva d'avoir participé au 3e épisode de 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique de l'émission. Vous pouvez trouver leurs références sur la page SoundCloud de 21 millions, ainsi que nos précédentes productions. N'hésitez pas à m'interpeller sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me souffler le thème ou la personnalité que vous voudriez entendre le mois prochain. À bientôt!